Il est un peu moins de 9 heures hier à New York et les États-Unis vont vivre leur pire journée depuis Pearl Harbor. Sous les yeux horrifiés et incrédules des New-Yorkais qui se rendent au travail, un avion vient s'écraser sur l'une des tours jumelles du World Trade Center en plein centre de Manhattan. 18 minutes plus tard, un deuxième appareil s'encastre dans la deuxième tour. Une heure plus tard, le World Trade Center n'existe plus. Il ne reste plus que des tonnes de gravats et un immense nuage de poussière. Près de 50 000 personnes travaillent chaque jour dans les tours du bâtiment. Élise Roire. Cette lumière surnaturelle sur Manhattan, au milieu des fumées noires, vient des groupes électrogènes à la lueur desquels travaillent plus de 2000 sauveteurs. Ils retournent chaque amas de poussière. Avec un fol espoir depuis cette nuit, 13 heures après l'explosion des tours jumelles, 2 hommes coincés sous les gravats, 2 policiers des autorités portuaires ont réussi à donner l'alerte par téléphone portable. Ce sont les 2 premiers rescapés sortis des décombres. Nous savons qu'il y a des gens dans l'immeuble qui sont vivants. Nous tenons cela pour certain. Je ne peux pas entrer dans les détails pour l'instant, mais nous avons l'assurance qu'il y a des survivants et nous ferons tout ce qui est possible pour les sauver. Des centaines d'ambulances, des camions de pompiers, des grues, des pelles mécaniques ont été réquisitionnés dans toute la région de New York et dans les États voisins. On espère un miracle, malgré les premiers bilans aussi partiels qu'affolants. Rien que parmi les secours, 85 policiers sont portés disparus, ainsi que des compagnies entières de pompiers qui auraient perdu jusqu'à 300 hommes. On ne peut pas encore établir un bilan des victimes, mais on sait déjà qu'il se chiffrera en milliers de morts. Une question est maintenant sur toutes les lèvres. Comment une telle attaque terroriste a-t-elle pu être perpétrée? Moins de 24 heures après le premier attentat, on commence à avoir des bribes de réponse. Plusieurs suspects ont été identifiés. Il s'agit d'au moins 5 hommes originaires du Proche-Orient. C'est ce que rapporte un quotidien de Boston. Selon des témoins à bord de l'avion qui ont pu joindre des proches au téléphone avant le crash, les terroristes étaient armés d'armes blanches et de cutters. Une ombre plane sur ces attentats meurtriers, celle d'Oussama Ben Laden. Guillaume Deblé. Cet homme se trouvait dans le Boeing 757 d'United Airlines qui s'est écrasé en Pennsylvanie. Avant la catastrophe, il a réussi à téléphoner chez lui en Californie pour raconter ce qui se passait. Il a d'abord eu sa tante brièvement, puis sa mère. Il m'a dit « Je veux vous dire que je vous aime ». Je crois qu'il a dit ensuite qu'il était dans les airs, qu'il appelait de l'avion, puis nous sommes détournés par 3 hommes qui affirment avoir une bombe. Je lui ai demandé qui ils étaient, mais il a répété qu'il m'aimait, et puis il est devenu distrait, comme si on lui parlait. Puis il a dit oui, c'est vrai. Et le téléphone a coupé. Barbara Olson, qui était à bord de l'avion qui s'est écrasé sur le Pentagone, a également pu téléphoner. Ce qu'elle a dit à son mari permet de mieux cerner comment les terroristes ont procédé. Armés seulement de couteaux et de cutters, ils ont regroupé les passagers à l'arrière de l'appareil, ainsi que le pilote. C'est donc eux, forcément, qui ont précipité le Boeing sur sa cible. Sur ce vol, le transpondeur, un équipement électronique qui permet d'identifier l'avion, avait été débranché, ce qui laisse supposer une compétence importante des terroristes. Autre information, selon un journal de Boston, dans un des 4 avions détournés, les pirates auraient commencé à tuer le personnel de bord pour faire sortir le pilote du cockpit et ainsi prendre les commandes. Déjà, l'enquête donne ses premiers résultats. 5 hommes originaires du Proche-Orient soupçonnés d'avoir participé aux attentats ont été identifiés. On parle de proches du milliardaire saoudien Oussama Ben Laden. Parmi eux, 2 frères ressortissants des Émirats Arabes Unis. L'un des 2 était un pilote expérimenté. Tout dans cette série d'attentats indique qu'un plan minutieusement préparé a été suivi. Au total, ce sont donc 4 avions de ligne qui ont été détournés quasiment simultanément. Entre les 2 impacts sur les tours jumelles de Manhattan, il s'est écoulé exactement 18 minutes. Et le crash du 3e appareil sur le Pentagone à Washington s'est lui produit moins d'1 heure après le début de l'offensive. Les 2 appareils qui se sont abattus sur New York avaient décollé de Boston sur la côte est en direction de Los Angeles. Celui du Pentagone venait de décoller de Washington même, également en direction Los Angeles. L'objectif du 4e Boeing, enfin celui qui s'est écrasé en Pennsylvanie, est moins clair. Ce vol allait de New York à San Francisco, le lieu du crash une zone boisée. La cible peut être la résidence des présidents américains de Camp David, non loin de là.
Même si l'ennemi est encore inconnu, pour George W. Bush, il y aura l'avant et l'après 11 septembre 2001. Le président américain a juré dès hier soir de venger les milliers de victimes de ces terribles attentats. Il a affirmé qu'il ne ferait pas de différence entre les terroristes et ceux qui les protègent. On écoute George Bush. Nous avons commencé les recherches pour savoir qui se cache derrière ces actes meurtriers et criminels. Nous traquerons les responsables et nous ne ferons aucune distinction entre les terroristes qui ont perpétré ces actions et ceux qui les protègent. Je remercie tous les chefs d'État à travers le monde qui ont offert leurs condoléances et leur assistance. L'Amérique et ses amis et ses alliés vont travailler ensemble pour la paix dans le monde et nous allons gagner cette guerre contre le terrorisme. En France, le plan Vigipirate a été réactivé dès hier soir. Depuis ce matin, plus de 1000 soldats sont déployés dans tous les lieux publics de la capitale, les gares, les stations de métro et de RER, les aéroports également. Même dispositif dans toutes les grandes agglomérations, comme ici dans la gare de Lille. Daniel Vaillant réunissait ce matin le comité interministériel de lutte antiterroriste. Le ministre de l'Intérieur a répété qu'il n'y avait pas de menace particulière identifiée contre la France. Toutefois, nos services de renseignement sont vigilants, a-t-il ajouté. Le symbole de la finance a été touché et les marchés financiers ont cédé à la panique. Ce matin, pas de cotation à Wall Street. Les bourses européennes ont ouvert en baisse, mais se sont rapidement reprises et poursuivent maintenant leur rebond. Et puis, autre conséquence de cette attaque terroriste sans précédent, l'UEFA a décidé d'annuler tous les matchs de la Ligue des Champions prévus ce soir. L'information continue sur LCI et bien sûr, toute la journée, nous consacrerons une grande partie de notre antenne à la catastrophe qui a touché les États-Unis hier. Tout de suite, d'autres infos sur LCI. Encore pas mal de grisailles aujourd'hui pour un quart nord-est, mais partout ailleurs, c'est le soleil qui domine. Malheureusement, cette situation ne va pas se confirmer les jours à venir. Cet après-midi, la Lorraine, l'Alsace et la Franche-Comté gardent leurs gros nuages. À l'arrière du Pas-de-Calais à la Bourgogne, les éclaircies sont rares. En revanche, sur le reste du pays, le soleil rayonne. À noter tout de même quelques cumulus qui s'accrochent au relief du Massif central. Côté température, cet après-midi, on retrouve des valeurs de saison. Le mercure aussi de 16 degrés à Nancy, à 26 à Perpignan, 19 à Lille et Brest, 23 degrés à Bordeaux, 22 à Biarritz. Demain, la mi-journée, le passage d'un front froid annoncera le retour de la grisaille et des pluies sur une grande partie de la France. De l'Atlantique au nord-est, le ciel sera couvert avec des pluies faibles à modérées. Tout cela s'accompagnera de vents assez violents jusqu'à 70 km/h en rafale dans les terres. De la Bretagne au Pas-de-Calais, quelques belles éclaircies persisteront. En revanche, le ciel des côtes de la Manche sera chargé. Les nuages s'accompagneront de quelques gouttes. Il n'y a que l'extrême sud et la Corse qui profiteront d'un grand soleil toute la journée demain. Bonne journée à tous. C'est la rentrée. Est-il bien protégé? À chaque instant, notre corps est soumis à des petites agressions extérieures et il doit se défendre. Actimel contient du L-caséidanone, un ferment lactique unique et aide à renforcer naturellement notre corps. Chaque jour, prendre Actimel, c'est aider nos défenses naturelles. Actimel, aidons nos défenses naturelles. Le moi. Jusqu'au 29 septembre, chez Renault, c'est le mois. Le moi. Pour la première fois, Renault propose à chacun d'entre vous de rouler surclassé. Par exemple, changer de niveau d'équipement sur votre futur Clio sans changer de prix.
Suite de cette question d'actu consacrée aux grandes questions précisément que posent les triples attentats d'hier sur les tours jumelles de New York et sur le Pentagone à Washington, on a évoqué un déficit des services de renseignement, un retard de réaction probablement lors de l'opération des terroristes elle-même. On va évoquer dans une seconde le rôle d'Oussama Ben Laden qui est pointé du doigt par les Américains et dont certains proches se seraient trouvés, semble-t-il, à bord des avions. La piste donc semble se préciser. D'abord, je voudrais qu'on reprenne la conversation, on l'avait laissé, Christian Proutot, et que vous m'expliquiez ce que recherchaient probablement les terroristes en faisant une opération comme celle-là, d'après vous? Écoutez, oui, c'est surtout d'après moi, parce que je pense que ce qui était recherché initialement, c'est pas malheureusement ce que l'on voit, c'est-à-dire un désastre humain inouï, quoi, avec des quantités de morts importantes, mais c'est l'aspect symbolique de ces deux tours, du Pentagone, et à mon avis d'un quatrième objectif, dont on saura peut-être un jour lequel était visé. Qu'il était la Maison Blanche, éventuellement. Peut-être, je ne sais pas, j'ai pas d'informations là-dessus, ni personne pour le moment. En tous les cas, au départ, c'était pas la quantité de victimes, ça j'en suis certain, c'était pas possible. L'image de ces tours est trop importante pour qu'on puisse s'attacher, surtout par rapport à ce qui s'est passé ensuite, c'est-à-dire au moment où ces deux avions explosent, se transformant en bombes, ce que l'on sait, mais surtout la manière dont s'est comporté, et je pense que le commandant pourra en parler beaucoup mieux que moi, se sont comportées les structures. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas imaginer le désastre humain, à la limite circonscrit à l'impact, mais pas du tout sur l'ensemble de l'immeuble. Commandant Cardoncu, vous êtes à l'état-major des pompiers de Paris, pour le coup. Quand vous avez vu ces images hier à la télévision, je présume, peut-être sur LCI, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Vous vous êtes dit, elles vont tomber? Vous vous êtes dit... La première réaction que nous avons eue au niveau des pompiers, ça a été la technique d'extinction, comment allaient procéder les pompiers américains pour éteindre le feu dans ces deux tours. Et malheureusement, on a eu la surprise, comme vous, de voir les deux tours s'effondrer. Et là, ça devenait un problème de sauvetage déblaiement et non plus d'extinction. Pourquoi la surprise? Parce que théoriquement, ces tours sont prévus pour tenir même sur des chocs aussi violents? Chocs aussi violents, je ne sais, je peux pas vous le dire, mais votre invité précédent a dit tout à l'heure qu'il fallait prendre des mesures en fonction de la menace. Nous avons déjà pris des mesures en fonction de la menace, mais la menace est une menace ordinaire, même si pour le public c'est extraordinaire un feu ou une explosion dans une tour. Donc les tours en France aujourd'hui sont conçues pour résister à certaines explosions, sont conçues pour résister à des feux et aussi à certains chocs comme un avion, un petit avion. Mais là, pas maintenant, les tours américaines? Les tours américaines, non, c'est pas ce que j'ai dit. Les tours américaines, je ne sais pas, mais il ne faut pas oublier que ces tours sont aujourd'hui et ces tours-là étaient 2 fois plus hautes que la tour Montparnasse, qui est la plus haute tour en France. Je crois même que c'est en Europe. Donc, obligatoirement, dès que vous concevez quelque chose de très haut, c'est plus fragile que quelque chose qui est bas. Bien évidemment. Mais ce que vous êtes en train de dire, et ça c'est un détail technique qui est intéressant, c'est qu'un avion s'écrase sur la tour Montparnasse ou se crache sur la tour Montparnasse, elle peut tenir debout. Autrement dit, le bilan est plus limité. C'est terrible à dire, mais enfin, c'est exactement la situation. Effectivement, on peut considérer les tours, pour ce que l'on en sait aux États-Unis, a priori, les techniciens pourront vous le confirmer, mais c'est surtout, je dirais, un squelette métallique. Et donc avec bien sûr du béton après, mais en France il y a plus, c'est une structure plus béton et donc c'est plus solide qu'une structure métallique. C'est plus solide au choc. Je présume que vous avez proposé d'envoyer des hommes sur place pour aider? Oui, donc c'est le ministre de l'Intérieur qui a proposé de mettre des détachements à disposition des Américains. Donc la direction de la sécurité civile a dû mettre sur pied des détachements intervention catastrophe aéromobile avec des personnels spécialistes. Qui sont prêts à s'envoler, sauf qu'il faut que l'espace aérien américain soit réouvert et que les Américains l'acceptent. Et qu'il y ait une décision, des Américains pour accepter ces hommes sur leur territoire. Merci d'être venu nous donner cet éclairage technique. On va s'intéresser maintenant au commanditaire présumé, en tout cas commanditaire désigné par les Américains. C'est Oussama Ben Laden, dont Marine Jacquemin nous dresse le portrait. Derrière l'apparence trompeuse d'un grand bédouin se cache pour les Américains le diable en personne, Oussama Ben Laden. Sa tête est mise à prix par le FBI, 5 millions de $, mais l'homme compte sur la protection d'Allah et plus encore sur celle des talibans pour défier l'Occident. D'où vient le mécène du djihad mondial?
Ben Laden est né à Riyad il y a 44 ans dans une riche famille saoudienne. Ce milliardaire fondamentaliste s'engage très tôt en Afghanistan contre les soviétiques dans la guerre sainte, la guerre des Moudjahidines, qui a d'ailleurs le soutien total de la CIA, ses filières d'armes et même ses missiles, dans des bases à la frontière du Pakistan où s'entraîneront des générations d'extrémistes. Après le retrait soviétique en 89, Ben Laden, devenu héros de la résistance afghane, revient en Arabie très radicalisé. Il se forge alors une haine féroce contre les Américains qui se sont installés dans la région à la faveur de la guerre du Golfe et qui n'en partiront plus. On le retrouve à Khartoum en 92, le Soudan intégriste, où il finance déjà des camps de terroristes selon la CIA. Il est déchu de sa nationalité saoudienne. Devenu hors la loi, il est alors le principal suspect dans des dizaines d'attentats, principalement contre les intérêts américains. Mais sa plus belle bataille, il la livre en août 98 dans les ambassades des États-Unis au Kenya et en Tanzanie, 224 morts. Il est aussi responsable de l'attentat contre le destroyer américain USS Cole au Yémen, 17 morts. Depuis, il obsède les services secrets de la planète. On croit le voir partout, en Tchétchénie, en Malaisie, aux Philippines. Son ombre se profile derrière tous les groupes terroristes, Abu Sayyaf, les GIA. Mais au-delà de ces réseaux, le plus préoccupant concerne l'arsenal d'Oussama Ben Laden, réfugié et surprotégé dans l'Afghanistan des talibans avec une fortune estimée à des milliards de francs. Le banquier de la guerre sainte, que l'on voit ici mariant son fils en février dernier, pourrait menacer le monde selon des sources très informées d'une attaque biologique, voire d'une explosion nucléaire. En quelques années, l'homme est devenu pour des millions de musulmans, Oussama le rebelle, l'emblème de leur résistance. Voilà, Oussama Ben Laden, désigné donc par les Américains qui, selon un journal pakistanais, nierait toute implication, mais il se trouve qu'hier, un autre journaliste avait dit l'avoir rencontré et avoir reçu ses confidences concernant une action de très grosse ampleur sur le territoire américain. Je voudrais qu'on rejoigne aux États-Unis Roland Jacquard, qui prépare précisément une étude sur Oussama Ben Laden, ou qui va bientôt sortir un livre sur la question. Vous êtes avec nous ? Oui, tout à fait. Parfait. Est-ce qu'il vous semble totalement évident qu'il s'agit d'une action opérée par les commandos Ben Laden ? Il faut rester quand même extrêmement prudent jusqu'à présent, parce que dans les affaires de terrorisme, un groupe peut en cacher un autre. Il y a souvent des écrans de fumée. Et on a bien vu dans l'affaire d'Oklahoma qu'on était parti sur des affaires de terrorisme islamique et qu'on a abouti sur des dérangés de l'esprit, des lecteurs faux l'amour aussi dangereux. Mais bon, politiquement aujourd'hui, il semble qu'aux États-Unis quand même on s'oriente vers un terrorisme d'origine politique, et s'il s'agit d'un terrorisme d'origine idéologique, on se tourne vers les groupes qui menacent la principale puissance du monde aujourd'hui. Et à ce moment-là, l'on pense bien sûr à Ben Laden pour des tas de raisons. On dit beaucoup qu'il est le seul capable d'organiser une telle action aussi organisée. Il n'est pas le seul, parce que, bon, d'abord il faut savoir qui manipule vraiment Ben Laden. Il ne faut pas quand même oublier que cet homme, il est traqué, qui change d'endroit pour dormir tous les jours, qui ne goûte pas à sa propre nourriture, qui peut être trahi d'un moment à un autre. Il vit dans des montagnes isolées en Afghanistan. Les satellites de renseignement américains sont positionnés au-dessus de l'Afghanistan pour écouter s'il se sert de son téléphone satellite. Bon, les dernières informations le donnaient dans un repère secret des montagnes de l'Hindou-Kush. Mais cet homme ne peut pas relayer une opération paramilitaire de là où il est. C'est absolument impossible. Donc ça veut dire que si Oussama Ben Laden a lancé une fatwa, parce que c'est plutôt un homme religieux qu'un homme militaire, c'est-à-dire une fatwa, c'est un ordre religieux, s'il l'a fait, c'est depuis très longtemps, et donc des gens qui ont programmé cette opération depuis très longtemps, qui ont fait des repérages, qui avaient des complicités sur place, qui avaient des réseaux dormants, et qui ont utilisé probablement des gens qui sont aguerris à ce genre de situation, et pas forcément des gens qui se trouvent, comme on peut le voir, des islamistes avec des barbes en Afghanistan. Ça peut très bien être des anciens du groupe palestinien de l'époque de Septembre Noir, et l'attentat a lieu en septembre aujourd'hui, du groupe de Wadi Haddad, qui avait fait des plans à l'époque, c'est bien connu dans certains milieux, pour planifier des opérations avec des canaux piégés, des hélicoptères piégés, pour les lancer contre des villes.
Merci Roland Jacquard. La liaison est assez mauvaise. On va devoir vous quitter, mais on a entendu votre prudence d'une part et d'autre part vos explications sur Oussama Ben Laden. Deux personnes nous ont rejoints qui vont nous éclairer sur cette affaire. François Hesbourg, qui est directeur de la Fondation pour la recherche stratégique, et Antoine Basbous. Bonjour, c'est vers vous que je me tourne maintenant. Bonjour à tous les deux, bien sûr. Antoine Basbous. Ben Laden ou pas Ben Laden? Parce qu'apparemment les avis sont très partagés sur ce plateau et par téléphone. Est-ce qu'effectivement il est celui qui peut? À mon avis, il est le seul susceptible de bénéficier de suffisamment d'éléments pour réussir une affaire coordonnée, une opération coordonnée sur plusieurs cibles en même temps. Il l'avait déjà fait par le passé à Nairobi et Dar es Salaam quand il a fait pulvériser 2 ambassades américaines. Il avait déjà attaqué le World Trade Center en 1993 et donc il avait menacé. Dans sa fatwa de 98, il a désigné les États-Unis comme étant l'ennemi numéro 1, le grand Satan. Avant Israël, hein? Avant Israël, puisque c'est le protecteur d'Israël. Sans les États-Unis, Israël, selon Ben Laden, n'existerait pas. Et qui est Ben Laden? Quand je dis qui est, je ne parle pas de sa personnalité. Marine Jackman nous l'a tracé tout à l'heure. Mais qu'est-ce que recouvre cette nébuleuse-là? Combien d'hommes, combien d'armes, quels moyens? D'abord, la doctrine. C'est un enfant authentique du wahhabisme saoudien. Il est né en Arabie, son père est venu du Yémen en Arabie, il a construit les palais de la famille royale. Sa famille, qui a la plus grosse entreprise de BTP en Arabie, a bénéficié de contrats de 160 milliards de francs pour l'agrandissement des lieux saints, sans parler des autoroutes, sans parler des aéroports, et en association avec la famille royale. Évidemment, aujourd'hui, il a perdu depuis 1994 sa nationalité saoudienne. Mais il est toujours soutenu par des wahhabites saoudiens qui lui envoie des fonds. Et en plus, il n'en a pas vraiment besoin. Donc, Ben Laden, c'est cet enfant authentique du wahhabisme saoudien en marche. Et d'ailleurs, le wahhabisme, c'est la doctrine qu'on enseigne à l'école, aux écoles en Arabie Saoudite. Et quand on regarde, aujourd'hui, il faut que les Américains fassent leur autocritique et avec eux, l'ensemble des pays occidentaux. Pourquoi? Parce que le régime saoudien qui enseigne le wahhabisme à l'école, la haine de l'Occident, du chrétien, du juif, eh bien, ce sont les protégés des Américains. Idem, qui a créé les talibans? Ce sont les alliés pakistanais, des Américains. Qui est-ce qui a mené toute cette guerre contre l'armée rouge en Afghanistan? C'était également les Américains qui ont... Autrement dit, les Américains ont joué l'arme de l'islam contre d'autres au moment de la guerre froide et cette arme se retourne contre eux. Pendant la guerre froide, Ben Laden et ses légions arabes et ses moujahidines arabes étaient les combattants de la liberté. Une fois que l'armée rouge défaite en Afghanistan, ils sont devenus par le regard de ce même Occident, des terroristes. Et donc l'Occident doit faire son autocritique. À quoi servent la guerre des étoiles et les satellites quand on est en face d'un type de guerre nouveau, d'infiltration, de kamikaze? Il faut changer de tactique. On a la démonstration de l'inefficacité de la pensée aujourd'hui et de l'inadaptation de la pensée stratégique occidentale et notamment américaine. François Hesbourg et puis Rémi Coffer qui lui aussi nous a rejoint et qui est un spécialiste du renseignement, en particulier du renseignement économique sur lequel les Américains ont peut-être un peu trop misé au détriment de l'autre. François Hesbourg d'abord. Oui, Antoine Basbous a employé... Avec une question quand même, parce qu'Antoine Basbous ne m'a pas donné la réponse, alors je vous renvoie la balle. Combien d'hommes, quel type d'armes, est-ce qu'on sait? Écoutez, on parle couramment de 5 à 10 000 hommes, fortement aguerris, avec une nébuleuse d'organisation, de filiales, de ce qui est une multinationale s'étendant, j'allais dire, littéralement autour du globe. Là-dessus, il y a, j'allais dire, même un luxe de documentation. Et Antoine Basbous a employé un mot très important, qui est le mot de guerre. Ce qui s'est passé aux États-Unis hier était une opération militaire dont le bilan final dépassera et de très loin le bilan de Pearl Harbor, 2304 morts à Pearl Harbor. Là, on est dans un autre ordre de grandeur, totalement. Milliers de morts, des milliers de morts. Je ne sais pas combien il y en a. Tout ce que nous savons, c'est qu'il y en a plus qu'à Pearl Harbor. Et je voudrais revenir un instant sur quelque chose qu'a dit le commandant Proutot, qui est exact, mais qui mérite une nuance. Et bien sûr, l'organisation responsable visait le symbole qu'est le Pentagone, symbole que sont les Twin Towers, ou qu'étaient les Twin Towers. Mais il visait aussi, et au moins autant, le bilan.
Et en 1993, le premier attentat contre le World Trade Center, qui était un attentat à la camionnette piégée, la camionnette a été remarquablement placée tout près de la colonne vertébrale du gratte-ciel dans le parking souterrain. Il s'en est fallu d'un cheveu pour que l'affaire ne connaisse un dénouement infiniment plus tragique que les quelques morts qu'il y a eu à cette occasion. Et lors du procès des terroristes, on a effectivement appris que leur objectif et les moyens qu'ils avaient mis en œuvre étaient destinés à faire du bilan. Donc ce qui a été fait hier, j'allais dire, ce ne sont pas des milliers de morts par inadvertance dans le cadre de la recherche d'un symbole. Ces milliers de morts étaient recherchés. Pourquoi est-ce que le point est important? Une raison très simple. Nous avons connu au XIXe et au XXe siècle beaucoup de manifestations de terrorisme en Europe, même aux États-Unis. Mais ceci est la première opération aboutie de ce qu'on peut appeler l'hyperterrorisme, c'est-à-dire une opération terroriste ne connaissant aucune limite en ce qui concerne les moyens employés, les objectifs visés. Et c'est en cela qu'il y a basculement dans ce qui est effectivement une guerre. Je vous pose la même question qu'aux précédents interlocuteurs. Est-ce que seul Ben Laden peut faire ça? Écoutez, je suis très surpris que la mouvance Ben Laden ne soit pas le moteur de cette affaire. Je n'en vois pas d'autre pour l'instant. Commanditaire, autrement dit, ou l'inverse. Je dirais plutôt organisateur que commanditaire. Et je crois qu'il est d'ailleurs parfaitement capable de se commanditer lui-même. Bon, je voudrais qu'on évalue un peu maintenant le retard que vous signaliez tout à l'heure, Antoine Basbous, à se convertir à cette nouvelle forme de menace que semble représenter Oussama Ben Laden. Et je voudrais qu'on en parle avec Rémi Coffer. Vous avez fait ces dernières années du renseignement économique, de vos domaines de recherche privilégiés. Est-ce que les Américains ont loupé le coche? Autrement dit, est-ce qu'en sortant de la guerre froide, ils ne se sont pas trompés d'objectif? À vrai dire, on a tous un peu loupé le coche, pour être franc. Je crois qu'effectivement, Basbous a raison de dire qu'il faut remonter aux origines, c'est-à-dire à la guerre d'Afghanistan. Donc, responsabilité première, ne l'oublions quand même pas, les Soviétiques qui envahissent l'Afghanistan en 1979. L'Occident, et en particulier les États-Unis, est assez mal placé pour riposter, en particulier sur le front du renseignement. En 1979, c'est l'époque où la CIA, en particulier, bénéficie, entre guillemets, du plus grand discrédit possible et imaginable. Elle est suspecte de tout. Les services de renseignement sont suspectés de tout. Et à partir de ce moment-là, ils vont agir de manière offensive sous Carter et puis ensuite sous Reagan, mais avec une certaine prudence, parce qu'on craint le scandale. Ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont passer, ils vont sous-traiter, ils vont passer par l'intermédiaire exclusif de l'ISI, c'est-à-dire des services secrets pakistanais. Ce que la DGSE française, qui agira sur petite échelle en Afghanistan, mais s'abstiendra de faire. C'est-à-dire qu'elle soutiendra directement le commandant Massoud, là, qui a été victime récemment de cet attentat. Il y a peut-être un rapport, hein, je ne sais pas. Toujours est-il que les Américains qui ont les plus gros moyens font sous-traiter par les Pakistanais, que les Pakistanais ont eux-mêmes leurs propres objectifs et que dans la résistance afghane, ils vont soutenir l'aile la plus radicale, la plus virulente, avec Matyar et les gens comme ça. Et à partir de ce moment-là, les Américains, pour des tas de raisons, et en particulier parce que dans les services de renseignement américains, vous avez toujours le risque que votre voisin de bureau écrive ses mémoires et raconte les coups fourrés que vous faites, donc beaucoup de gens évitent maintenant de se mêler à des coups trop fourrés, on fait sous-traiter. Donc, on a fait faire ça un peu par d'autres, les opérations spéciales contre les soviétiques, et de ce fait, quand on ne contrôle pas, qu'on amène beaucoup d'argent mais qu'on ne contrôle pas vraiment, les gens font ce qu'ils veulent de votre pognon. Et beaucoup d'argent est allé dans la poche de ces groupes fondamentalistes, et ça a développé cette mouvance. Qui est aujourd'hui Oussama Ben Laden. On va y revenir dans la 4e partie de notre émission, avec une question en particulier qui hante les esprits, bien évidemment. Que va-t-il se passer maintenant? Vous avez entendu peut-être la nuit dernière George Bush promettre des représailles en disant qu'il n'y aurait pas de distinction entre les terroristes et ceux qui les protègent. C'est évidemment très important. Important aussi la question de savoir si les Occidentaux suivront les Américains sur ce terrain. RTL, vivre ensemble.
est un peu moins de 9 h hier à New York et les États-Unis vont vivre leur pire journée depuis Pearl Harbor. Sous les yeux horrifiés et incrédules des New-Yorkais qui se rendent au travail, un avion vient s'écraser sur l'une des tours jumelles du World Trade Center en plein centre de Manhattan. 18 minutes plus tard, un deuxième appareil s'encastre dans la deuxième tour. 1 heure plus tard, le World Trade Center n'existe plus. Il ne reste plus que des tonnes de gravats et un immense nuage de poussière. Près de 50 000 personnes travaillent chaque jour dans les tours du bâtiment. Élise Roire. Cette lumière surnaturelle sur Manhattan, au milieu des fumées noires, vient des groupes électrogènes à la lueur desquels travaillent plus de 2000 sauveteurs. Ils retournent chaque amas de poussière. Avec un fol espoir depuis cette nuit, 13 heures après l'explosion des tours jumelles, 2 hommes coincés sous les gravats, 2 policiers des autorités portuaires ont réussi à donner l'alerte par téléphone portable. Ce sont les 2 premiers rescapés sortis des décombres. Nous savons qu'il y a des gens dans l'immeuble qui sont vivants. Nous tenons cela pour certain. Je ne peux pas entrer dans les détails pour l'instant, mais nous avons l'assurance qu'il y a des survivants et nous ferons tout ce qui est possible pour les sauver. Des centaines d'ambulances, des camions de pompiers, des grues, des pelles mécaniques ont été réquisitionnés dans toute la région de New York et dans les États voisins. On espère un miracle, malgré les premiers bilans aussi partiels qu'affolants. Rien que parmi les secours, 85 policiers sont portés disparus, ainsi que des compagnies entières de pompiers qui auraient perdu jusqu'à 300 hommes. On ne peut pas encore établir un bilan des victimes, mais on sait déjà qu'il se chiffrera en milliers de morts. Une question est maintenant sur toutes les lèvres. Comment une telle attaque terroriste a-t-elle pu être perpétrée? Moins de 24 heures après le premier attentat, on commence à avoir des bribes de réponse. Plusieurs suspects ont été identifiés. Il s'agit d'au moins 5 hommes originaires du Proche-Orient. C'est ce que rapporte un quotidien de Boston. Selon des témoins à bord de l'avion qui ont pu joindre des proches au téléphone avant le crash, les terroristes étaient armés d'armes blanches et de cutters. Une ombre plane sur ces attentats meurtriers, celle d'Oussama Ben Laden. Guillaume Deblé. Cet homme se trouvait dans le Boeing 757 d'United Airlines qui s'est écrasé en Pennsylvanie. Avant la catastrophe, il a réussi à téléphoner chez lui en Californie pour raconter ce qui se passait. Il a d'abord eu sa tante brièvement, puis sa mère. Il m'a dit « Je veux vous dire que je vous aime ». Je crois qu'il a dit ensuite qu'il était dans les airs, qu'il appelait de l'avion, puis nous sommes détournés par 3 hommes qui affirment avoir une bombe. Je lui ai demandé qui ils étaient, mais il a répété qu'il m'aimait, et puis il est devenu distrait, comme si on lui parlait. Puis il a dit oui, c'est vrai. Et le téléphone a coupé. Barbara Olson, qui était à bord de l'avion qui s'est écrasé sur le Pentagone, a également pu téléphoner. Ce qu'elle a dit à son mari permet de mieux cerner comment les terroristes ont procédé. Armés seulement de couteaux et de cutters, ils ont regroupé les passagers à l'arrière de l'appareil, ainsi que le pilote. C'est donc eux, forcément, qui ont précipité le Boeing sur sa cible. Sur ce vol, le transpondeur, un équipement électronique qui permet d'identifier l'avion, avait été débranché, ce qui laisse supposer une compétence importante des terroristes. Autre information, selon un journal de Boston, dans un des 4 avions détournés, les pirates auraient commencé à tuer le personnel de bord pour faire sortir le pilote du cockpit et ainsi prendre les commandes. Déjà, l'enquête donne ses premiers résultats. 5 hommes originaires du Proche-Orient soupçonnés d'avoir participé aux attentats ont été identifiés. On parle de proches du milliardaire saoudien Oussama Ben Laden. Parmi eux, 2 frères ressortissants des Émirats Arabes Unis. L'un des 2 était un pilote expérimenté. Tout dans cette série d'attentats indique qu'un plan minutieusement préparé a été suivi. Au total, ce sont donc 4 avions de ligne qui ont été détournés quasiment simultanément. Entre les 2 impacts sur les tours jumelles de Manhattan, il s'est écoulé exactement 18 minutes. Et le crash du 3e appareil sur le Pentagone à Washington s'est lui produit moins d'1 heure après le début de l'offensive. Les 2 appareils qui se sont abattus sur New York avaient décollé de Boston sur la côte est en direction de Los Angeles. Celui du Pentagone venait de décoller de Washington même, également en direction Los Angeles. L'objectif du 4e Boeing, enfin, celui qui s'est écrasé en Pennsylvanie, est moins clair. Ce vol allait de New York à San Francisco, le lieu du crash une zone boisée. La cible peut être la résidence des présidents américains de Camp David, non loin de là.
Même si l'ennemi est encore inconnu, pour George W. Bush, il y aura l'avant et l'après 11 septembre 2001. Le président américain a juré dès hier soir de venger les milliers de victimes de ces terribles attentats. Il a affirmé qu'il ne ferait pas de différence entre les terroristes et ceux qui les protègent. On écoute George Bush. Nous avons commencé les recherches pour savoir qui se cache derrière ces actes meurtriers et criminels. Nous traquerons les responsables et nous ne ferons aucune distinction entre les terroristes qui ont perpétré ces actions et ceux qui les protègent. Je remercie tous les chefs d'État à travers le monde qui ont offert leurs condoléances et leur assistance. L'Amérique et ses amis et ses alliés vont travailler ensemble pour la paix dans le monde et nous allons gagner cette guerre contre le terrorisme. En France, le plan Vigipirate a été réactivé dès hier soir. Depuis ce matin, plus de 1000 soldats sont déployés dans tous les lieux publics de la capitale, les gares, les stations de métro et de RER, les aéroports également. Même dispositif dans toutes les grandes agglomérations comme ici dans la gare de Lille. Daniel Vaillant réunissait ce matin le comité interministériel de lutte antiterroriste. Le ministre de l'Intérieur a répété qu'il n'y avait pas de menace particulière identifiée contre la France. Toutefois, nos services de renseignement sont vigilants, a-t-il ajouté. Le symbole de la finance a été touché et les marchés financiers ont cédé à la panique. Ce matin, pas de cotation à Wall Street. Les bourses européennes ont ouvert en baisse, mais se sont rapidement reprises et poursuivent maintenant leur rebond. Et puis, autre conséquence de cette attaque terroriste sans précédent, l'UEFA a décidé d'annuler tous les matchs de la Ligue des Champions prévus ce soir. L'information continue sur LCI et bien sûr, toute la journée, nous consacrerons une grande partie de notre antenne à la catastrophe qui a touché les États-Unis hier. Tout de suite, d'autres infos sur LCI. Eh bien, conséquence directe de la catastrophe des États-Unis, ça continue, vous le voyez. Sur les marchés financiers, on avait beaucoup baissé hier et ce matin encore à l'ouverture, on vient de vous le dire. À l'heure actuelle, le marché est mieux orienté, plus 0,68%. Le CAC est quand même qu'à 4087 points. Et le volume d'affaires, lui, reste relativement modéré, j'allais dire. Bien sûr, il est important, mais eu égard aux circonstances, il n'y a pas de précipitation. 2,150 milliards d'euros échangés. Pourquoi cette petite reprise maintenant des marchés? Eh bien, tout simplement parce qu'on raisonne avec davantage de sang-froid. On pense qu'il ne faut pas baisser les bras, bien au contraire. Il y a plein de mesures à prendre. Déjà, certaines ont été prises. La BCE en a annoncé. Il y en aura d'autres. La crainte, c'est quand même bien sûr, la confiance des ménages aux États-Unis qui pourrait faire réduire la consommation, qui avait déjà tendance à réduire assez considérablement. Mais je pense que à ce niveau, là aussi, des mesures seront prises en temps et en heure. En ce qui concerne en tous les cas les marchés financiers, parmi les titres les plus favorisés, on retrouve des équipementiers téléphoniques comme Sagem, c'est l'action ADP, mais enfin qui gagne 12,69%. Nokia qui regagne 8,68%. J'ai aussi Penauille qui est une maison de nettoyage, mais surtout dans les zones aéroportuaires, avait beaucoup baissé hier, regagne 10,51%. Puis Euronext, qui est la fusion entre les bourses de Paris, Amsterdam et la Belgique, à 16,90 €, regagne là en ce moment 7,64%, après avoir également beaucoup baissé hier. Donc des marchés qui retrouvent progressivement leur sang-froid et qui se disent qu'il faut continuer et aider au maximum donc les États-Unis à se réorganiser très rapidement. En ce qui concerne le marché des changes, d'ailleurs c'est déjà perceptible sur le dollar qui baissait beaucoup encore ce matin à l'ouverture, qui maintenant est encore en baisse puisque l'euro gagne 1,08%, mais enfin on était monté ce matin à bien plus de 0,91 $ pour un euro. Vous voyez qu'on revient à 0,9061. En ce qui concerne maintenant sur le CAC 40, les plus gros écarts, il y a Alcatel qui regagne 4,37% à Aventis 6,35%, Danone regagne 4,96%, France Télécom 4,80%, 6,51% de mieux pour L'Oréal. En revanche, Lagardère est en baisse sensible de 5,34% et le luxe LVMH aussi, moins 7,54%. Saint-Gobain gagne 4,97%, Suez 6,37%, Thales 6,17% et Vivendi Environnement 4,24%. Vous voyez qu'il y a quand même des reprises sur des valeurs qui analysent donc la situation comme très grave c'est vrai, mais que l'on peut reprendre en main. Je vous donne rendez-vous à tout à l'heure.
démarrage des i110 chevaux, découvrez ces nouveaux équipements. Vous n'imaginez pas tout ce que Citroën peut faire pour vous. Imaginez que l'eau ne pèse rien. Evian invente le code barre détachable et vous n'aurez plus à soulever vos bouteilles à la caisse. Promis, tu m'appelles? C'est promis. Où que vous soyez, quoi que vous fassiez, les partenaires du groupe Allianz sont toujours à vos côtés. Et maintenant, c'est bien évidemment la dernière question qui se pose après les attentats d'hier aux États-Unis, attentats sans précédent, on l'a dit, naissance d'un hyper-terrorisme. Les superlatifs ne manqueront pas évidemment dans les jours qui vont venir. Mais je voudrais qu'on se pose la question maintenant de savoir quelle va être la réplique américaine. Vous avez sans doute entendu George Bush la nuit dernière affirmer qu'il y aurait bien une riposte, qu'elle serait probablement sans précédent et qu'elle toucherait non pas seulement les terroristes, mais également ceux qui les protègent ou qui les soutiennent, sans distinction, a dit le président américain. La question qui se pose, bien évidemment, c'est quelle riposte, mais c'est également la solidarité éventuelle des Occidentaux derrière les États-Unis dans cette affaire, parce que si on a entendu hier les messages à la fois de condoléances et de soutien au peuple américain, on peut également se poser la question de savoir jusqu'où peuvent aller ces représailles. Nous sommes en ligne de Bruxelles, en duplex, avec le général Morillon, qui est membre de la Commission des Affaires étrangères du Parlement européen. Bonjour. Merci de nous rejoindre. Vous venez d'arrêter une position sur cette affaire. Est-ce que votre solidarité et votre soutien est total, sans faille et sans réserve, ou est-ce qu'il admet des bémols? Je crois que le plus simple, c'est que je vous donne lecture de la déclaration que nous venons d'adopter à l'unanimité totale. La Commission des Affaires étrangères du Parlement européen a reçu avec stupeur et horreur la nouvelle de l'atroce attaque terroriste contre les États-Unis. Nous nous joignons à nos collègues du Congrès et à l'ensemble du peuple américain dans la profondeur de leur deuil et nous leur manifestons notre solidarité totale. Cet acte terroriste est dirigé contre l'ensemble des démocraties internationales et contre leurs citoyens. Nous nous dressons aux côtés des Américains dans le combat contre le terrorisme international. Au même moment, nous devrions développer une politique commune de toutes les démocraties contre tout État supportant, aidant, cachant le terrorisme et nous we should aim to overcome et nous vous êtes obligé de traduire en même temps, c'est toujours compliqué. Nous devons tous ensemble trouver un remède aux conflits les plus brûlants de la planète. Aucune raison politique ne justifie le terrorisme. Voilà une déclaration qui fait suite à des prises de position de l'ensemble de nos groupes. À titre personnel, Général Morillon, si le président Bush décide de frapper l'Afghanistan, de détruire ce pays, on continue à être derrière le président Bush ? Par exemple? À titre personnel, vous le savez, je m'étais rendu moi-même en Afghanistan auprès de Massoud au mois de juin dernier et contribué à son invitation au Parlement européen. Je crois que, à titre personnel, je dis sans embâche que nous devons soutenir absolument maintenant et au besoin par les armes la résistance afghane contre le régime taliban. J'avais eu à rencontrer sur le terrain des prisonniers de Massoud et j'avais été frappé d'horreur par leur fanatisme
barbare. J'avais dénoncé à l'époque, souvenez-vous, dans les journaux français, la passivité dont nous avions fait preuve jusque-là à l'égard du régime taliban. Général, s'il y a des frappes américaines sur l'Afghanistan, il y aura des victimes civiles, bien évidemment. Est-ce qu'on est prêt à payer ce prix-là? Non, alors moi, si vous me permettez, je ne suis pas en mesure de prendre à la place des Américains quelque décision que ce soit. Je crois qu'ils peuvent soutenir la résistance afghane, l'appuyer, et que la résistance afghane est en mesure elle-même de balayer ce régime taliban dès lors que le Pakistan cesse de lui apporter son appui. Voilà ce qu'on peut faire. Ne pas faire des frappes aveugles, bien sûr, mais vous savez tout simplement qu'après l'attentat contre Massoud, une offensive a été lancée dès lundi par les talibans contre l'Alliance du Nord. C'est militairement qu'il faut aider cette Alliance du Nord à résister et aller jusqu'au bout. Merci d'avoir été avec nous en duplex de Bruxelles. On a compris votre point de vue, à la fois votre soutien sans faille aux Américains et également la réponse que vous souhaitez leur voir apporter aux problèmes en Afghanistan, qui est une réponse de soutien militaire et pas forcément de frappes aveugles. Merci d'avoir été avec nous. Un mot de Jean-Bernard Raymond qui nous rejoint maintenant au téléphone. Bonjour, ancien ministre des Affaires étrangères, député, vice-président de la Commission des Affaires étrangères. Oui. Votre sentiment, c'est qu'il faut suivre les Américains où qu'ils nous emmènent maintenant ? Mon sentiment, c'est que, d'abord, je trouve que le président de la République, Jacques Chirac, hier, a été parfait dans la manière dont il a évoqué la solidarité et puis l'ensemble de ce drame qui concerne le monde entier. Et ce que je pense par rapport aux Américains, c'est que les Américains, ils vont d'abord chercher l'interprétation exacte, le plus vite possible. Je ne sais pas quelles décisions ils prendront, mais je connais suffisamment les Américains pour savoir qu'ils prendront leurs décisions en pleine maîtrise de tout l'ensemble du problème. Quelle est la limite de notre soutien ou du vôtre en l'occurrence ? Mais il n'y a pas de limite pour le moment. Et en tout cas, on verra bien les solutions qu'ils prendront, mais nous les soutenons, a priori. Mais je ne peux pas dire quelle sera la politique qu'ils vont suivre. Mais je pense, justement, et c'est pour ça que je les soutiens sans réserve, je pense, les connaissant assez, que ce sont des hommes très bien organisés, etc., même s'il y a eu ce drame qui est nouveau et qui prouve que le monde a changé d'ailleurs et qu'on est en face d'une crise très profonde. Mais ça prouve en tout cas déjà que, si vous voulez, les relations internationales, les affaires étrangères sont au cœur de la politique, contrairement à ce qu'on dit souvent. Nous avons déjà, en tant qu'Européens, Américains, sur des choses beaucoup plus moins spectaculaires, mais très graves, toutes les crises qui se sont déclenchées dans le nouveau monde dans lequel nous vivons après la fin de la guerre froide. Et je suis partisan, moi, de l'ingérence en général. Je suis profondément partisan de l'ingérence, et heureusement que nous avons, ça n'a rien à voir avec ce terrorisme spécial fanatique, mais c'est proche. Et heureusement que nous sommes intervenus dans les longues crises de la Yougoslavie. Heureusement que... Pour intervenir en Afghanistan ? Pardon ? Il faut rentrer en Afghanistan ? Je ne dis pas qu'il faut rentrer en Afghanistan. Non, je vous pose la question. Ça serait irresponsable de ma part, n'est-ce pas ? Il faut que les autorités américaines et européennes examinent la situation exactement et comment on peut intervenir justement dans la crise d'Afghanistan. Il faut intervenir dans cette crise d'Afghanistan. Comme il fallait intervenir dans la crise yougoslave, comme il faut intervenir également au Moyen-Orient, il faut même intervenir au Soudan. Mais il faut choisir, adapter et maîtriser les choses avant d'intervenir. Merci d'avoir été avec nous. Je fais confiance aux Américains pour leur maîtrise, et donc nous les appuierons totalement. Merci beaucoup pour ce point de vue qui avait le mérite de l'extrême clarté. Je voudrais qu'on, précisément, puisque vous avez abordé le Proche-Orient, Jean-Bernard Raymond, qu'on évoque ce sujet, qu'on évoque les réactions du monde arabe, parce qu'elles sont très intéressantes à décrypter. Les dirigeants ont condamné l'attentat, avec parfois quelques heures de retard d'ailleurs. La rue, elle, l'a parfois acclamé. Regardez. À l'heure de la sieste, la nouvelle des attentats perpétrés aux États-Unis tombe. Les Palestiniens de Jérusalem-Est sortent dans la rue pour crier leur joie. La joie de voir le plus grand soutien d'Israël frapper en plein cœur. Au même moment, le chef de l'autorité palestinienne, lui, condamne. D'abord, je voudrais présenter mes condoléances et celles du peuple palestinien au président américain, le président Bush, à son gouvernement, au peuple américain, pour cet acte terrible.
Nous sommes complètement en état de choc. C'est incroyable. La Libye, l'Iran, la Syrie, mais aussi la Jordanie et l'Égypte d'Hosni Moubarak ont condamné cette offensive terroriste sans précédent. Mais dans la rue, c'est toujours la joie qu'on lisait sur les visages. Ici, aux portes de Damas, dans un concert de klaxons, les Palestiniens dansent et chantent des slogans à la gloire du terroriste Oussama Ben Laden. Les mains triomphantes s'élèvent à Naplouse en Cisjordanie ou dans les camps de réfugiés au Liban, comme ici à Sidon, ce sont les armes que l'on tend vers le ciel. Comme pour rendre hommage à une vengeance divine, une riposte venue du ciel contre la politique menée par les États-Unis dans la région. Mais à Gaza, hier, les Palestiniens hésitaient entre un sentiment de revanche sur Washington et la crainte d'en subir les retombées. Précisément, Frédéric Ancel, c'est la question qu'on se pose maintenant. Que va changer cet attentat? D'abord, quelles représailles est-ce que vous imaginez? Très difficile parce que lorsque vous désignez un État comme l'agresseur ou comme celui qui vous a attaqué, on entre dans une guerre relativement conventionnelle, type Irak 90-91, mais lorsque ce sont des groupuscules, s'il s'agit bien de ces groupuscules islamistes, et c'est la piste la plus vraisemblable, lorsque c'est un individu qui commandite ou qui pense ce type d'attentat, c'est très difficile. Alors bien sûr, il est protégé, il se trouve de toute façon dans le cadre d'une souveraineté territoriale, il n'y a pas de territoire sur Terre hors souveraineté, donc, mais alors qui vous allez frapper? L'Afghanistan, d'abord c'est extrêmement difficile d'un point de vue géographique, et puis ensuite on sait très bien que pour l'essentiel ce sera la population qui n'a rien à voir avec Ben Laden qui en souffrira. Donc là je crois qu'il y a sans aucun doute une grande contre-offensive qui va être lancée par les Américains dont il faut se souvenir que lorsqu'ils sont frappés très durement, en général ils savent riposter avec efficacité et dans la longue durée. Et une contre-offensive, je pense, de manière ciblée généralement. Oui, de manière ciblée, mais sans doute souterraine, avec les services secrets et les services de renseignement. Encore une fois, aujourd'hui les Américains ne peuvent pas envoyer leurs blindés, leurs F-16, leurs missiles. Mais là, George Bush a besoin de dire qu'il a répliqué, non? Mais c'est évident, bien sûr. Et je pense d'ailleurs que les Américains sont sans doute sur des pistes. D'ailleurs, je crois que les Américains étaient déjà sans doute sur des pistes. Peut-être qu'ils étaient prévenus d'un certain nombre de choses. Mais qui, quand et comment? Simplement, peut-être un dernier mot. Je crois que cet attentat vise assez largement d'un point de vue géopolitique une alliance qui est très particulière, qui est à la fois très forte et très sensible entre les États-Unis d'une part et l'Arabie Saoudite. Et là, je voudrais vraiment appuyer et rendre hommage à ce qui a été dit tout à l'heure par Antoine Bazbous. On a parlé depuis des années de la révolution iranienne, l'exportation de la révolution iranienne. Enfin, il faut être sérieux. L'Arabie Saoudite aujourd'hui est pratiquement derrière tous les mouvements intégristes les plus durs au monde. Alors, soit l'Arabie Saoudite est un État qu'on condamne, mais on se condamne peut-être nous-mêmes alors à rouler avec moins souvent et moins vite parce qu'on aura moins d'essence, moins de pétrole, soit on désigne véritablement qui se trouve, peut-être pas là en l'occurrence, mais de manière générale, derrière authentiquement les islamistes. Oussama Ben Laden, si c'est lui en tout cas, puisque Antoine Bazbous expliquait tout à l'heure que les fonds venaient encore d'Arabie Saoudite. Antoine, précisément, vous avez-vous une idée des représailles possibles et tolérables? En tout cas, je pense qu'il y a un projet de guerre. L'Amérique ne peut pas faire l'économie d'une guerre à l'État qu'elle va désigner comme étant abritant le commanditaire. Et en la matière, il va falloir changer de doctrine de zéro mort, de lancer des tomahawks sur le désert afghan dans les vallées et les montagnes. Il va falloir, pour une fois, risquer des vies humaines, envoyer des fantassins et avoir des blessés et des morts. Je pense qu'aujourd'hui, les Américains sont prêts à payer ce prix-là et ça va tout changer. Sans quoi, ça serait comme à l'époque du Monica Gate en 98, quand Clinton voulait reprendre l'initiative. Il a lancé 70 missiles Tomahawk sur l'Afghanistan, mais c'était vraiment de la poudre aux yeux. Ouais, aujourd'hui, l'Amérique a été frappée dans son symbole, au centre névralgique, à Washington, à New York. Je pense qu'elle va devoir riposter. Et en plus, nous avons parlé tout à l'heure de l'origine doctrinale saoudienne. Mais aussi, il y a d'autres États que l'Amérique désigne comme étant abritant le terrorisme, tel la Syrie. Le général qui a commandité l'attentat de l'aéroport de Beyrouth en 1983 occupe toujours le Liban et commande encore aujourd'hui d'autres opérations au Liban. Donc il y a de multiples cibles possibles. Il y a eu impunité.
il faudrait que l'Occident réfléchisse à nouveau sur cette impunité qu'il avait accordée auparavant. Rémi Coffert, c'est une impunité d'alliance, en particulier d'alliance économique pour certaines, on l'a bien compris. Bien sûr, non mais je crois que effectivement ça va remettre en cause un certain nombre de concepts ou d'idées diplomatiques, disons, qui paraissaient admises pour tout le monde. Et là, manifestement, la limite a été franchie. Les Américains ne pourront pas ne pas réagir et donc ne pourront pas mettre en cause cette espèce de cécité volontaire qui faisait qu'on savait qu'il se passe un certain nombre de choses, mais compte tenu du fait que ça ferait trop de remous internationaux, eh bien on n'agit pas. Maintenant, comment agir? Ça, c'est effectivement la question. Il faut savoir. Pour savoir, il faut avoir de bons services de renseignement. En l'occurrence, ils n'ont pas été extraordinaires. Ils ont failli sur le plan objectif, sans jugement de valeur personnelle. Ils ont failli pourquoi? À mon sens, pour plusieurs raisons. La première, parce que les services de renseignement, après la guerre froide, se sont déployés, américains notamment, beaucoup dans le domaine de la guerre économique, de l'espionnage industriel et du renseignement économique. Qu'ils ont tardé à prendre conscience, mais c'est une faute qu'ont commise aussi les services français, de cette menace. La deuxième carence, à mon avis, c'est le tout technologique, qui nous rapproche d'ailleurs de l'idée de guerre zéro mort. C'est-à-dire que le tout technologique, c'est une croyance très ferme que l'espionnage de type technologique, l'interception des communications, comme le réseau Échelon, par exemple, dont on a beaucoup parlé, qui fait surtout de l'espionnage économique, était une garantie absolue. Or, en matière de renseignement, et plus particulièrement quand il s'agit de ce type de groupe terroriste, rien ne remplace ce que les Américains appellent l'acronyme Human Intelligence, c'est-à-dire le renseignement humain, soit d'infiltrer des agents, soit de retourner des gens de ces réseaux. Et ça, c'est extrêmement difficile et ça va demander très certainement une réorganisation mentale assez profonde dans la communauté africaine. On sent bien qu'il y a une révolution qui est en cours, hein, que ça marquera, on l'a dit beaucoup depuis hier, mais que ça marquera un moment de renversement. On termine d'un mot avec Christian Proutot, c'est le retour de la nécessité du renseignement à l'échelle humaine, si j'ose dire, c'est le retour de, finalement, ce que vous avez pratiqué pendant des années. Oui, mais en plus, il faut qu'il y ait une coopération internationale. Ah oui, il était temps. D'ailleurs, je m'étonne même que la question ne se soit pas posée avant. Mais vous savez, de la sécurité, il y en a toujours eu trop ou pas assez. Et quand tout d'un coup, les gens prennent peur, prennent conscience du danger, à ce moment-là, on voudrait tout d'un seul coup. Là, il va falloir que ça se reconstruise, et à mon avis, il y aura du temps. Et peut-être, d'ici là, peut-être on sera encore vulnérable. Et je pense qu'on est vulnérable. Ça vous donne pas envie de reprendre du service? Si, bien sûr. Je pense que ça fait quelques années où je n'ai pas pris de service, sauf pour conseiller d'autres pays, mais j'aurais préféré conseiller le mien. Merci d'avoir été avec nous. Vous avez pu suivre pendant ces 2 heures un certain nombre de prises de position qui, nous le croyons, ont permis de faire avancer un peu les choses et de répondre à quelques questions. Beaucoup de questions toujours, évidemment, et les prochains jours nous en diront plus. Retour sur le plateau du journal dans un instant. Parce qu'il vaut mieux prévenir que guérir, Colgate déclare septembre le mois pour la santé de vos dents. Avec l'Union française pour la santé bucco-dentaire, Colgate vous offre un bilan bucco-dentaire gratuit. Pour connaître les lieux et les dates, appelez-nous et continuez la prévention avec Colgate Total. Huile d'olive Carapelli, fruitée, lumineuse, subtile, mélodieuse, délicate, italienne. L'huile d'olive Carapelli, tout en elle chante l'Italie. Pour l'accès Internet, vous avez le gratuit, c'est gratuit. Mais les communications ne sont pas payantes? Ah bah si, évidemment. Non, sinon vous avez le forfait de 10 heures qui dure 10 heures, ou le forfait de 20 heures qui dure... 20 heures? Et voilà. Et si je dépasse? Ah bah, il faut payer, hein, comme quand c'est gratuit. Seul AOL vous offre 20 heures d'essai gratuites, télécommunications comprises, sans engagement. Regardez, j'ai imaginé un fromage extraordinaire, fol épi, au cœur tendre et au goût fruité. Le monde est-il enfin prêt pour fol épi? Fol épi qui goûtera verra. Tu m'as offert une voiture toute neuve il n'y a pas un an, on me la vole, et toi tu m'en rachètes une. C'est mon côté seigneur. Ce serait pas plutôt votre côté MMA? Zéro blabla MMA.
Terrafor, un programme 25 jours qui vous aide à perdre quelques centimètres de tour de taille après les repas et vous permet de rentrer le ventre. Nouvelle formule Terrafor, disponible chez votre pharmacien. Père de famille respectable et respecté, M. Goulin a appris la semaine dernière par son voisin que la Polomatch avait la climatisation, le système audio Volkswagen, l'ABS avec EBV, les 4 airbags, le tout de série. D'un seul coup, tout lui semblait possible. Il a alors affirmé pouvoir marcher pieds nus sur des braises. Polomatch de Volkswagen, à partir de 73 335 francs 99. Bonjour, un paysage de fin du monde. L'image que vous découvrez en ce moment est l'Empire State Building de New York, recouvert, vous le voyez, de poussière blanche après la catastrophe d'hier. New York se réveille en ce moment au milieu des gravats, à la recherche de survivants après l'apocalypse. Les 2 tours jumelles du World Trade Center se sont effondrées après l'attaque suicide de 2 Boeing à 18 minutes d'intervalle hier, vers 15 h, heure française, et une 3e tour s'est effondrée par la suite. Alors, les pompiers sont actuellement à la recherche de survivants. 2 personnes ont pu être sauvées la nuit dernière. Il en reste d'autres ensevelies sous les décombres. Elles se sont notamment signalées, pour certaines d'entre elles, avec leur téléphone mobile. Une autre image nous est parvenue ce matin, celle du premier attentat suicide contre une des tours jumelles. L'attaque a eu lieu peu avant 15 h, heure française, 9 h locale. Il s'agissait d'un Boeing 767 de la compagnie American Airlines que vous voyez donc là, détourné à Boston. L'avion devait rallier Los Angeles. L'impact a eu lieu dans la partie supérieure de la tour qui comptait 110 étages. Il y avait des passagers à bord, un équipage. Le feu s'est propagé rapidement car l'avion était encore rempli de kérosène. Au total, les 4 avions utilisés à New York, à Washington et en Pennsylvanie transportaient 266 passagers et membres d'équipage. Il n'y aurait pas de survivants selon American Airlines et United Airlines. Alors nous devrions être en direct avec notre correspondant permanent à New York, Pierre-Alexandre. Vous nous entendez? Oui, je vous entends. Oui, bonjour. Vous avez vécu ce drame dès ces premières minutes. Vous avez apporté votre témoignage tout au long de la journée d'hier. En ce moment, on l'a dit, Manhattan se réveille. Les New-Yorkais n'ont sûrement pas beaucoup dormi. Wall Street est fermée. Décrivez-nous ce quartier dévasté ce matin. Bien écoutez, il est 6 h du matin, le jour commence à se lever, il reste un très épais nuage de poussière et de fumée qui se dégage de la zone sinistrée. Les opérations de sauvetage se poursuivent. Il y a quelques minutes, on a vu passer des bulldozers qui se dirigeaient vers le sud de Manhattan. Il y a des hélicoptères qui se posent régulièrement. On entend aussi des camions de pompiers qui viennent du New Jersey et du Connecticut en renfort. Le reste de New York est très très calme, tous les gens sont chez eux, tous les accès, ponts et tunnels entre Manhattan et les autres quartiers de la ville sont fermés. Il y a un service minimum de métro. New York, qui est une ville habituellement très bruyante à cette heure du matin, est une ville étonnamment calme et je vous assure que c'est un silence très angoissant. Les écoles vont être fermées aujourd'hui. Le maire Rudy Giuliani a demandé aux habitants de rester chez eux. Les quartiers les plus animés sont les abords même des hôpitaux où il a été fait appel à de très nombreux volontaires. Alors le calme, vous l'avez dit Pierre, mais aussi apparemment beaucoup de solidarité entre les New-Yorkais. Oui, il y a donc des volontaires qui se sont dirigés vers les hôpitaux. Il y a eu des dons de sang très importants, beaucoup de mobilisation dans le calme, effectivement. Aucun bilan, bien sûr, pour l'instant sur ce drame de New York, mais l'on sait déjà que des pompiers ont été victimes hier, notamment de la chute de la tour. Est-ce que vous avez des informations? Alors, ce qui s'est passé, c'est après la première explosion, les pompiers sont entrés dans la première tour pour procéder à l'évacuation. Ils ont veillé au bon déroulement des opérations et sont venus secourir les victimes. Ces pompiers se sont retrouvés piégés par les flammes. Une partie des occupants des tours a quand même pu être évacuée. Certaines personnes qui se trouvaient au 70e et même au 87e étage ont réussi à sortir. Et c'est là donc que apparemment 300 pompiers auraient donc été tués, c'est bien ça Pierre? 300 pompiers sont portés disparus, 33 policiers disparus également. Autre bilan que l'on a eu ce matin, c'est le nombre de blessés qui se trouvent dans les hôpitaux. Il serait 2200. Merci beaucoup Pierre, on vous retrouvera bien sûr tout au long de cette journée. Direction Washington maintenant, où le Pentagone est toujours en flammes. Moins d'une heure après ces 2 attentats de New York, un 3e avion s'y est en effet écrasé. 800 personnes pourraient avoir péri dans cet attentat donc au Pentagone à Washington. Et l'on voit donc des civières installées donc devant ce bâtiment hautement symbolique et stratégique.
Les images, mais aussi l'atmosphère qui régnait à New York sont fortes et oppressantes. Les New-Yorkais, dans leur grande majorité, étaient au travail au moment du drame. Tout ce qui s'est passé devant eux paraissait irréel. Nous vous proposons maintenant un montage qui reprend toute la chronologie des événements. Un montage sans commentaire, préparé par Sébastien Borgna. Holy fuck! Oh my god! Oh my god! Jesus fucking Christ! Chrissy, don't touch it. Oh my god! Oh my god! Oh no! What am I doing on this? Go to the trade center. Les 4 avions ont donc été détournés et les services de renseignement de la plus grande puissance du monde ont été totalement dépassés. Vous le savez, c'est la piste du milliardaire saoudien Ben Laden qui est avancée, on va y revenir. Mais pour l'heure, on commence à en savoir un peu plus sur les circonstances de ces attaques concertées. Dernier élément, en effet, ces 5 suspects dans l'attentat de New York, identifiés par les autorités américaines. On sait aussi que les commandos n'étaient composés que d'une poignée d'hommes, munis de simples armes blanches, des couteaux, des cutters, et des informations que l'on doit à 2 passagers qui ont pu contacter leurs proches juste avant le drame. Guillaume Deblé. Cet homme se trouvait dans le Boeing 757 d'United Airlines qui s'est écrasé en Pennsylvanie. Avant la catastrophe, il a réussi à téléphoner chez lui en Californie pour raconter ce qui se passait. Il a d'abord eu sa tante brièvement, puis sa mère. Il m'a dit « Je veux vous dire que je vous aime ». Je crois qu'il a dit ensuite qu'il était dans les airs, qu'il appelait de l'avion. Puis nous sommes détournés par 3 hommes qui affirment avoir une bombe. Je lui ai demandé qui ils étaient, mais il a répété qu'il m'aimait, et puis il est devenu distrait, comme si on lui parlait. Puis il a dit oui, c'est vrai, et le téléphone a coupé. Barbara Olson, qui était à bord de l'avion qui s'est écrasé sur le Pentagone, a également pu téléphoner. Ce qu'elle a dit à son mari permet de mieux cerner comment les terroristes ont procédé. Armés seulement de couteaux et de cutters, ils ont regroupé les passagers à l'arrière de l'appareil, ainsi que le pilote. C'est donc eux, forcément, qui ont précipité le Boeing sur sa cible. Sur ce vol, le transpondeur, un équipement électronique qui permet d'identifier l'avion, avait été débranché, ce qui laisse supposer une compétence importante des terroristes. Autre information, selon un journal de Boston, dans un des 4 avions détournés, les pirates auraient commencé à tuer le personnel de bord pour faire sortir le pilote du cockpit et ainsi prendre les commandes. Déjà, l'enquête donne ses premiers résultats. 5 hommes originaires du Proche-Orient soupçonnés d'avoir participé aux attentats ont été identifiés. On parle de proches du milliardaire saoudien Oussama Ben Laden. Parmi eux, 2 frères ressortissants des Émirats Arabes Unis. L'un des 2 était un pilote expérimenté. Tout dans cette série d'attentats indique qu'un plan minutieusement préparé a été suivi. Au total, ce sont donc 4 avions de ligne qui ont été détournés quasiment simultanément.
Entre les deux impacts sur les tours jumelles de Manhattan, il s'est écoulé exactement 18 minutes. Et le crash du troisième appareil sur le Pentagone à Washington s'est lui produit moins d'1 heure après le début de l'offensive. Les deux appareils qui se sont abattus sur New York avaient décollé de Boston sur la côte est en direction de Los Angeles. Celui du Pentagone venait de décoller de Washington même, également en direction Los Angeles. L'objectif du 4e Boeing, enfin celui qui s'est écrasé en Pennsylvanie, est moins clair. Ce vol allait de New York à San Francisco, le lieu du crash une zone boisée. La cible peut être la résidence des présidents américains de Camp David, non loin de là. Alors le milliardaire saoudien Oussama Ben Laden dément aujourd'hui par l'intermédiaire d'un journal pakistanais toute implication. L'attaque terroriste émane d'un groupe américain, peut-on lire donc ce matin dans ses colonnes. Oui, mais des éléments probants prouvent le contraire, même s'il faut encore rester prudent bien sûr. Et c'est à Londres, plaque tournante de nombre d'islamistes en Europe, que les informations filtrent. Enquête menée par Nicolas Bellet. Cet homme est l'un des rares journalistes à avoir pu approcher Oussama Ben Laden. Ces derniers mois, il a reçu au siège de son journal à Londres plusieurs informations l'avertissant d'attaques imminentes contre des intérêts américains. Lorsque nous l'avons rencontré, le journaliste a reconnu y voir la marque du milliardaire saoudien, mais sous-estimé la gravité de ces menaces. Ben Laden a lancé une fatwa, une sorte de loi islamique qui fait des États-Unis l'ennemi numéro 1. Nous savons qu'il est à la tête d'une coalition de plusieurs organisations fondamentalistes islamiques. Nous savons aussi que ces mouvements travaillent ensemble. Mais honnêtement, je n'aurais jamais imaginé des attentats d'une telle envergure. Je m'attendais à des attaques contre des ambassades américaines ou des soldats américains. Retranché dans les montagnes afghanes, Oussama Ben Laden est considéré par Washington comme l'instigateur des attentats de 1998 contre les ambassades américaines en Tanzanie et au Kenya. Si sa responsabilité dans les tragédies du World Trade Center et du Pentagone était avérée, ce serait la première fois qu'il frapperait directement sur le sol américain. C'est une déclaration de guerre. Les États-Unis affrontent désormais un ennemi invisible, un ennemi qui n'a besoin ni de tanks, ni de missiles, ni d'arsenal nucléaire. Tout ce qu'il leur faut, ce sont des hommes prêts à donner leur vie dans des attentats suicides. Et croyez-moi, au Moyen-Orient, il y en a beaucoup. Oussama Ben Laden, suspect numéro 1 pour la presse britannique. Les États-Unis, eux, pourraient décider de frapper militairement l'Afghanistan, où le terroriste vit protégé par le régime taliban. Alors des auteurs non identifiés mais de forte présomption. La question est de savoir comment réagira dans l'immédiat Washington. Le président Bush, dans sa déclaration aux Américains la nuit dernière, a prévenu il n'y aura aucune distinction entre les terroristes et ceux qui les protègent. Puis on l'a dit, ce 11 septembre 2001 marque un tournant dans l'histoire du terrorisme. Le drame américain est de dimension mondiale. Moscou et Washington se retrouvent alliés de fait. C'est un défi qui a été lancé à toute l'humanité, déclarait hier soir le président russe, Poutine. Et la rencontre russo-américaine sur le bouclier antimissile a d'ailleurs été annulée. La Russie, comme nombre de pays de l'Asie à l'Europe, ont suspendu les vols à destination des États-Unis. Les États-Unis qui sont depuis hier après-midi 15 heures coupés du monde. Les frontières terrestres sont également fermées avec le Canada et le Mexique. En France, tous les vols Air France vers les États-Unis et Israël sont annulés, et ce au moins jusqu'à ce soir 19h. Et puis les frontières d'Israël sont également fermées. Le drame américain aura et a déjà des répercussions sur le Proche-Orient. Yasser Arafat, qui a immédiatement condamné les attentats, reporte sa visite en Syrie. L'armée israélienne a de son côté poursuivi ses incursions dans la ville cisjordanienne de Jenin. 9 Palestiniens ont été tués ce matin. Et puis on a pu voir des scènes de solidarité et de deuil à Tel Aviv. Drapeau en berne, les Israéliens en pleurs, des fleurs déposées devant notamment les bâtiments américains. Gesticulation ou pas, les moyens de sécurité évidemment sont à leur maximum. C'est bien sûr vrai aux États-Unis. La flotte américaine est déployée. Vous voyez 2 porte-avions qui sont au large de la côte est américaine. Sécurité maximum également en Allemagne, en Grande-Bretagne. Et il y a eu une fausse alerte à la bombe ce matin devant le domicile de Tony Blair. En France, le plan Vigipirate est réamorcé. Un nouveau comité interministériel de lutte antiterroriste s'est tenu autour du ministre de l'Intérieur, Daniel Vaillant, ce matin, juste avant le Conseil des ministres. Le président Jacques Chirac et Lionel Jospin y ont du reste exprimé leur solidarité avec le peuple américain. Plus de 1000 soldats sont déployés dans la capitale aujourd'hui. Des hommes du 3e régiment parachutiste de Carcassonne sont réquisitionnés. Vous avez pu le voir, des scènes aussi de haute sécurité dans plusieurs villes de province, dont Lille.
Et puis cette information, il y a 3 semaines, la section antiterroriste du parquet de Paris avait reçu une note d'alerte de la préfecture de police. Cette note indiquait l'existence de risques pour les bâtiments américains à Paris et pour les représentations consulaires en province. La surveillance avait été renforcée, mais personne ne songeait à des risques d'attentats sur le sol américain. Parmi les innombrables conséquences, notons encore l'évacuation ce matin du personnel de l'ONU en Afghanistan, l'ONU qui annule le sommet de New York sur l'enfance prévu pour la semaine prochaine, et puis un sentiment de psychose un peu partout. Oui, un gratte-ciel de Francfort en Allemagne a été évacué après une alerte à la bombe, c'était ce matin. Dans le quartier de la Défense à Paris où se trouvent les plus hauts immeubles de France, là aussi l'inquiétude était palpable et on voit un dispositif de sécurité avec vigile donc, renforcé évidemment, dans le quartier de la Défense. Et puis en Malaisie, à Kuala Lumpur, où les plus hauts gratte-ciel du monde et IBM ont également été évacués, et ce immédiatement, donc après les attentats qui ont frappé les États-Unis. Des conséquences économiques et financières, bien sûr, évidemment énormes. Wall Street sera fermée aujourd'hui. Les places européennes ont en revanche ouvert leurs portes. 1 minute de silence sera observée partout à 14h45 cet après-midi. Le cours du brut s'envole. Tokyo s'est effondré. Jean-Pierre Gaillard, où en est-on actuellement après une ouverture en baisse ce matin ? On avait ouvert en baisse, Pascal, assez forte de 4,7%, puis j'ai vu remonter le marché jusqu'à plus de 2%. Là, on revient à moins 0,9%, 0,91 très exactement. Et on reste aux environs de 4000 points. Vous voyez que c'est très volatile, comme l'on dit ici. Il y a de très très grands écarts. Pourquoi? Parce qu'après le choc, on cherche maintenant à évaluer très exactement l'incidence économique que peuvent avoir ces événements, sachant qu'il y a quand même de nombreuses mesures à prendre. Déjà, la BCE a annoncé des mesures et il y en aura d'autres qui suivront. Indiscutablement, c'est pas le moment de baisser les bras. Les marchés ont donc fonctionné normalement. À Paris, il n'y a que les américaines que l'on ne cote pas, mais bien sûr avec une grande volatilité, c'est-à-dire des différences de cours considérables. Là, on revient un petit peu en baisse. Sur le CAC, sur l'euro qui avait beaucoup progressé, il bénéficiait bien sûr de la faiblesse du dollar, le dollar qui a été très attaqué. Ce matin, l'euro gagnait plus de 2% par rapport au dollar, mais là, le dollar reprend un petit peu de hauteur à 0,9069. L'euro ne gagne plus que 1,17% sur la monnaie américaine. Vous voyez, ambiance encore très tendue, beaucoup d'irrégularités, beaucoup d'indécisions, mais on se dit quand même qu'on étudie la situation avec un petit peu plus de sang-froid. Merci Jean-Pierre. Et puis les conséquences touchent bien sûr tous les domaines. Ainsi, l'Union européenne de football a décidé d'annuler jusqu'à nouvel ordre tous les matchs de la Ligue des Champions et de la Coupe de l'UEFA prévus ce soir et demain. Ce qui peut paraître étonnant, c'est qu'il y en a eu des matchs hier soir, puisqu'en Ligue des Champions, Nantes a signé son premier succès de la saison face au PSV Eindhoven, 4-1, et puis 3 également a battu les Slovaques de Ružomberok, 6-1. C'était un match aller de la Coupe de l'UEFA. Dans un instant, Anita Osser reçoit Pierre Lelouch, secrétaire de la Commission de la Défense à l'Assemblée nationale. En ce moment, Wanadoo vous offre 20 heures d'internet en plus. Alors appelez vite le 0810 840 840. 0810 840 840. Bob Dylan. Time is piling up. We struggle and we straight. We're all boxed in, nowhere to escape. All I know is that I'm thrilled by your kiss. I don't know any more than this. Oh boy, neath the stars that shine, washing them dishes, feeding them swine. Le nouvel album studio de Bob Dylan, déjà disponible. Non seulement ils prennent en charge toute mon hospitalisation avec 0 francs de ma poche, mais en plus une babysitter s'occupe de tout pendant mon absence. Oh, génial. Une moche. 0 tracas, 0 blabla, MMA. Ce que je trouve de plus séduisant en moi, mes cheveux, depuis toujours. Et je l'avoue, la science est passée par là. Nouveau shampoing Elseve Régénium de L'Oréal, contre les cheveux qui s'affinent avec le temps. Le Régénium, réplique de la matière essentielle du cheveu, redensifie la chevelure. Ils sont comme régénérés, plus denses, plus épais. Séduite? Non, pas séduite, convaincue. Nouveau Elseve Régénium de L'Oréal. Pour moi, oui, c'est une vraie découverte. Et vous aussi, vous le valez bien.
Le Crédit Lyonnais présente la banque sur Internet. Papa. Une minute, mon chéri, je discute avec Monsieur Bertin. C'est qui, Monsieur Bertin? Ah, c'est le banquier de papa, au Crédit Lyonnais. Tu bois quoi, là? Du jus de pomme. Tu m'en prends un? Tiens, papa. Merci, mon chéri. Vous voulez du jus de pomme, Monsieur Bertin? e-Crédit Lyonnais, la banque sur Internet avec des conseillers personnels en ligne. Bonjour Pierre Lelouch. Bonjour. On sait depuis hier que le pire est sûr, désormais. Vous êtes secrétaire de la Commission de la Défense, député RPR de Paris, et vous connaissez bien les États-Unis. Comment est-ce que les services de renseignement américains ont pu ne rien détecter? Tout simplement parce que nous sommes des sociétés ouvertes. Rappelez-vous, en France, quand on a eu des attentats terroristes, la difficulté avec laquelle, d'abord, on n'a rien vu venir, et ensuite la difficulté pour remonter les pistes. Cette affaire est tellement sophistiquée qu'on ne peut pas exclure a priori qu'il s'agisse davantage que d'un groupe terroriste, même sophistiqué comme Ben Laden. Il n'est pas exclu qu'il n'y ait pas, d'une façon ou d'une autre, la mise à disposition de services secrets appartenant à un ou plusieurs États. On n'en sait rien, mais les terroristes frappent là où nous sommes faibles. Nous sommes des sociétés ouvertes, et si on a affaire à des gens parfaitement déterminés et qui sont prêts à donner leur vie, ce genre de choses est très difficile à contourner. Pour vous, il n'y avait aucun signe précurseur? C'est difficile à dire parce que j'ai pas accès aux services de renseignement. Je pense qu'il y a dû y avoir des réunions dans différents pays de groupes terroristes. Peut-être que les services le savaient. Moi, je vous parle des services de renseignement occidentaux. Est-ce qu'ils n'avaient pas été alertés? Apparemment pas, en tout cas. Alors, quelles vont être les conséquences internes aux États-Unis? Est-ce qu'il y a déjà un début de polémique, puisque justement on n'a rien vu arriver? À quoi servent les milliards qui vont à la CIA, aux services de renseignement? Est-ce que si vous voulez, le problème de fond, c'est que aux États-Unis, comme en France, comme en Europe, nous continuons, comme d'habitude dans les démocraties, à combattre la dernière guerre. En l'occurrence la Deuxième Guerre mondiale ou la guerre froide. On a des satellites, on a des missiles, on a des bombes atomiques, on a des armées, mais ces armées sont complètement impuissantes par rapport à la Troisième Guerre mondiale qui a été en quelque sorte déclarée hier. C'est la guerre du terrorisme contre les démocraties et au premier chef contre la plus grande d'entre elles. Et là-dessus, on est assez désarmé. Les systèmes d'alerte, de renseignement, de lutte antiterroriste sont notoirement insuffisants. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, aux États-Unis, je crois que cette affaire va être aussi importante que le 7 décembre 41. Le 7 décembre 41, ils ont été attaqués à Pearl Harbor, à Hawaï. L'ennemi était connu. Il y avait des drapeaux japonais sur les avions. Là, il n'y a pas de drapeau. Mais l'attaque est au cœur de l'Amérique. Elle touche les symboles de l'Amérique. New York, le ministère de la Défense, le quartier général des forces américaines. Il va y avoir de toute évidence une réaction extrêmement forte, soit une radicalisation américaine dans l'interventionnisme à l'étranger et une redéfinition complète de leur politique d'alliance, soit au contraire un repli sur eux. C'est trop tôt pour le dire, mais leur tendance hier, ça a été de se replier, de fermer les portes, et les deux choses sont possibles. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y a pas de drapeau, donc si représailles il y a, contre qui? Exactement, donc ils vont faire une enquête et j'imagine que la représaille suivra sur les pays qui auront abrité ces terroristes. Le président Bush l'a déjà dit hier, donc il faut s'attendre à une riposte extrêmement forte et spectaculaire pour des raisons politiques, ce qui posera aux Européens d'ailleurs un problème politique majeur, puisque nous avons affiché notre solidarité. Il fallait le faire hier. Le président l'a fait, Tony Blair l'a fait, Schröder l'a fait. L'Europe est solidaire aux États-Unis. Mais je crois que cette guerre n'est pas seulement anti-américaine. Il faut bien prendre conscience du fait que c'est une guerre anti-démocratique, anti-occidentale. Et que c'est une forme de totalitarisme nouveau. On pense quand même au groupe Ben Laden, tout le monde l'a dit. On pense aussi éventuellement à un avertissement au président Bush, puisqu'on lui reproche le fait de ne pas s'investir au Proche-Orient. Est-ce que aujourd'hui, quand Bill Clinton était investi, ça n'a pas empêché les ambassades et les navires américains d'être attaqués.
Je crois que ça, c'est la vérité, c'est qu'on voit monter depuis un certain nombre d'années une très forte pression anti-américaine, l'Amérique étant le symbole du capitalisme, en fait triomphant depuis la disparition de l'Union soviétique. Et tout le mouvement anti-mondialisation, toute la rhétorique contre les symboles américains, de Coca-Cola jusqu'à McDo dans les sociétés occidentales, relayés par des actes de violence dans certains pays du tiers-monde, fait que l'Amérique est devenue la cible de tous ceux qui sont malheureux du système mondial actuel. Et les grands perdants considèrent à tort ou à raison, c'est le monde islamique, considèrent en plus qu'on trahit leurs valeurs. Et là, vous voyez le divorce qui est tout à fait spectaculaire entre les dirigeants arabes qui, pour l'essentiel, sauf Saddam Hussein, disent c'est pas nous et on est désolé, et les masses arabes qui, quelque part, se réjouissent, plus ou moins ouvertement. Et donc, je crois, l'un des problèmes, je l'ai écrit il y a fort longtemps, il y a une dizaine d'années déjà, l'un des problèmes, c'est de savoir où va cette mouvance islamique. Il y a 1 milliard de musulmans dans le monde. Tous ne sont pas islamiques, naturellement, et l'islam n'est pas une religion de guerre. Mais il y a une mouvance extrêmement militante, totalitaire, qui, elle, fait la guerre à l'Occident. Et ça, c'est un acte de déclaration de guerre aux démocraties. Ce qui nous interpelle, nous, parce que ou bien on reste comme ça et on regrette, ou bien on se prépare à vivre avec ça, parce que la fois suivante, car il y aura d'autres fois, je ne veux pas être apocalyptique, mais il y aura d'autres fois. Et il y a pas 6 mois, je remettais un rapport à l'Assemblée nationale disant voilà les risques de prolifération avec des armes chimiques, biologiques, nucléaires. Le même genre d'attentat peut se reproduire. Les autres fois, c'est tout l'Occident? Bien sûr, nous sommes également... Y compris la France, bien sûr. Mais bien entendu, je veux dire, ce serait irresponsable de ma part et de la part des dirigeants français que de considérer que c'est juste une affaire américaine. C'est une affaire de l'ensemble des démocraties. Je crois que la seule façon de combattre cela, c'est de prendre la mesure de ce qui vient de se passer. Rien ne sera jamais comme avant ce 11 septembre 2001. C'est une sorte de déclaration de guerre. Il faut que les démocraties se préparent, qu'elles repensent leur système de défense, qu'elles partagent l'information et qu'elles aient le courage de défendre. Les ministres des Affaires étrangères européens se réunissent aujourd'hui à Bruxelles. L'OTAN est en état d'alerte, appelle à la solidarité. Au plan national, donc le plan Vigipirate a été réactivé, c'est une bonne chose. Est-ce que vous imaginez qu'il y ait un système qui soit mis sur pied comme au moment de la guerre du Golfe, quand le Premier ministre informait les parlementaires? Moi, je le souhaite. Je le souhaite de toutes mes forces. Hier, nous étions en réunion de commission de défense sur la Macédoine quand tout ça s'est produit, hier à 15 h. Je demande, tout à fait, puisque vous m'en donnez la possibilité ce matin, je demande à ce que l'Assemblée nationale soit réunie en session extraordinaire et qu'un débat ait lieu au Parlement devant ce qui se passe et qui, encore une fois, n'est pas un petit incident. C'est vraiment une nouvelle phase dans les relations internationales depuis la fin de la guerre froide. Vous demandez à titre personnel ou vous serez plusieurs à le faire? Je pense que les partis demanderont, et c'est le rôle de la représentation nationale. Nous sommes dans une situation qui est en fait une situation de crise extrêmement grave. Aux États-Unis, c'est un acte de guerre. Et malheureusement, nous sommes concernés, nous aussi. Et la représentation nationale peut quelque chose dans ce domaine? Son rôle, c'est quand même d'informer les Français de ce qui se passe. Nous sommes à la veille de la discussion budgétaire. Je crois qu'il est plus que jamais nécessaire de vraiment remettre à plat notre appareil de défense, de regarder ce qui va ou ce qui ne va pas, de sorte que si jamais une tragédie de ce genre devait se produire en France, nous soyons préparés. Pierre Lelouch, merci. Dans quelques instants, le journal. L'information sur LCI, c'est 24 heures sur 24. Si vous non plus, rien ne vous surprend, allez plutôt faire un tour chez Citroën. Hein. Berlingo Multispace HDI Pack super équipé est à 91 800 francs. En ce moment, venez découvrir les séries HDI Pack chez Citroën.
ensemble. Eau minérale naturelle du bassin de Vichy, Saint-Yor, pour digérer, ça aide. Bonjour, un paysage de fin du monde. L'image que vous découvrez actuellement est l'Empire State Building de New York, recouvert de poussière après la catastrophe d'hier. New York se réveille en ce moment, donc au milieu des gravats, à la recherche de survivants après l'apocalypse. Les 2 tours jumelles du World Trade Center se sont effondrées après l'attaque suicide de 2 Boeing à 18 minutes d'intervalle hier, vers 15h, heure française.